direct sur Public Sénat et sur le site internet du Sénat ainsi que sur Facebook. Au nom du bureau du Sénat, j'appelle chacun d'entre vous, mes chers collègues, à observer au cours de nos échanges l'une des valeurs essentielles du Sénat, le respect, qu'il s'agisse du respect des uns et des autres ou du respect, bien sûr, des temps de parole. Pour la première question, la parole est à madame Monique Lubin pour le groupe socialiste et républicain. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et aura trait, bien sûr, à la future réforme des retraites. La communication officielle de Monsieur Delevoye affirme que la réforme envisagée renforcera l'équité entre les générations, protégera les plus fragiles, restaurera la confiance des Français et redonnera de la valeur au travail. Ces affirmations, Monsieur le Premier ministre, ne relèvent-elles pas de la méthode Coué ? Comment affirmer que le niveau des retraites ne faiblira pas, alors que le calcul se fera sur la durée totale des carrières, que les pensions versées aux femmes seront meilleures, alors qu'elles subissent toujours les effets des écarts de salaire et des carrières parfois hachées? Comment assurer aujourd'hui une valeur du point, alors que vous exigez d'ores et déjà que le poids des retraites dans le PIB n'excède pas 14% comme c'est le cas aujourd'hui, et que la valeur du point servira évidemment de variable d'ajustement? D'ailleurs, comment sera pilotée la valeur du point et par qui? La question n'est pas neutre si on se réfère à mes remarques précédentes. Le principe de l'âge de départ à 62 ans semble préservé, mais avec l'épée de Damoclès inacceptable d'une décote pour celles et ceux qui décideront de partir avant 64 ans. Inacceptable pour ceux qui exercent les métiers les plus contraignants et qui ont commencé à travailler tôt, dont le niveau de pension est plus faible et qui ne pourront se permettre le principe d'une baisse de leurs revenus. Inacceptable pour ceux, et ils sont nombreux, qui sont d'ores et déjà bannis du monde du travail lorsqu'ils atteignent 62 ans. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous avancerez certainement des arguments tels que l'amélioration des retraites pour les plus modestes et certaines professions comme les agriculteurs. Mais au vu de toutes les incertitudes que je viens d'évoquer, même ces bonnes intentions peuvent être soumises à caution. En clair, vous allez nous proposer de passer d'un système qui n'est certes pas parfait à un système qui risque de nous plonger dans l'inconnu. Il faut conclure. La balle est maintenant dans votre camp, compte tenu de toutes les valses et hésitations que nous avons vues ces derniers mois au sein de votre gouvernement. Quelle garantie pouvez-vous nous donner aujourd'hui que nous n'entrerons pas dans la spirale du travailler plus longtemps pour vivre moins longtemps avec moins de ressources? Merci pour la réponse. La parole est à madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, pour 2 minutes, madame la ministre. Oui. Merci Monsieur le Président, Madame la sénatrice Monique Lubin, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Merci pour votre question qui me permet de m'exprimer devant les parlementaires après la remise des préconisations du Haut-Commissaire à la réforme des retraites ce matin devant les partenaires sociaux et qui nous a remis au Premier ministre et à moi-même. Les recommandations de Jean-Paul Delevoye, vous le savez, sont le fruit d'une très longue concertation, à la fois citoyenne et aussi avec les partenaires sociaux, et la qualité de cette concertation a été soulignée par tous les acteurs ce matin. Il s'agit à ce stade de recommandations que Jean-Paul Delevoye remet au gouvernement. Ces propositions seront soumises au débat et serviront de base à la concertation qui s'ouvre dès la rentrée afin de préparer le futur projet de loi. Il ne m'appartient pas à ce stade de me prononcer sur telle ou telle proposition du haut-commissaire. Ce dont nous sommes convaincus aujourd'hui, c'est que demain, le système universel sera plus juste, puisqu'il ouvrira les mêmes droits pour tous. L'équité et la justice sont les 2 mots d'ordre de ce système universel des retraites. 1 euro cotisé vaudra la même chose pour les salariés, les fonctionnaires, les commerçants, les agriculteurs. Le système universel sera plus lisible, il s'adaptera aux carrières futures. Chaque euro cotisé donnera des points. Et le système universel sera également plus solidaire. Il ouvrira des points lors des périodes de maladie, par exemple, de congé maternité, de chômage. La 2e étape de concertation s'ouvre à présent sur la base des propositions du haut-commissaire à la réforme des retraites. Elle se fera avec les parlementaires, avec les partenaires sociaux et avec nos concitoyens. Je vous remercie. La parole est à monsieur Franck Menonville pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires pour 2 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, notre compatriote Fadiba Adelka, chercheuse franco-iranienne, arrêtée début juin par les gardiens de la Révolution et détenue en Iran.
Le Royaume-Uni a fait part de son inquiétude à la suite de l'arrestation d'une ressortissante irano-britannique. Les États-Unis et le Canada sont aussi concernés. Ces arrestations interviennent dans un contexte de montée des tensions entre Washington et Téhéran. Elles font suite au retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire le 8 mai dernier. Le régime iranien met ainsi la pression sur les gouvernements concernés afin de constituer une monnaie d'échange en cas de conflit. L'Europe a tenté de sauver l'accord sur le nucléaire en créant la plateforme d'échange Instex, toujours inactive, laissant l'Iran subir de plein fouet les sanctions américaines. Faute d'autres solutions, Téhéran viole le traité et reprend sa marche vers l'arme nucléaire. Personne ne veut voir l'Iran se doter de la bombe nucléaire et surtout personne n'a intérêt au déclenchement d'un conflit. Cependant, la guerre semble se rapprocher. L'Europe et la France sont pris en étau par cette montée des extrêmes. Nous ne pouvons que condamner le choix, bien évidemment, de Téhéran sans pour autant approuver la décision du président Trump. L'Iran ne doit plus être une menace pour la région. Deux réponses sont possibles. La militaire qui serait l'option de tous les dangers et la négociation qui est aujourd'hui à l'agonie. Monsieur le ministre, la France est désormais directement concernée par ces tensions. Beaucoup de faux pas ont été faits en restant immobiles, disait Disraeli. Il nous faut donc agir. Monsieur le ministre, comment la France envisage-t-elle d'obtenir la libération de Fadiba Adelka et comment éviter le pire? Merci. La réponse, monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, pour 2 minutes. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le sénateur Menonville, dans le contexte du dépassement par l'Iran de 2 limites posées par l'accord de Vienne, c'est-à-dire le niveau d'enrichissement de l'uranium et le stockage d'uranium. Notre priorité est claire, il faut que l'Iran revienne sans délai en conformité avec ses engagements. C'est une question de principe pour un accord signé, c'est aussi, vous l'avez souligné, un enjeu de sécurité, car le non-respect par l'Iran de ses obligations va sûrement alimenter des tensions internationales déjà très fortes dans la région où, vous le savez, la situation est grave. La France est pleinement mobilisée pour contribuer à la désescalade des tensions. Et rappelons-nous pourquoi nous en sommes arrivés là. L'Iran a une mauvaise réaction face à une mauvaise décision américaine, celle de se retirer du JCPOA et de prendre des sanctions et des mesures extraterritoriales à l'encontre de l'Iran. Mauvaise réaction contre une mauvaise décision. Nous considérons qu'il y a encore toujours un espace disponible pour une approche constructive. Et c'est ce à quoi nous nous mobilisons, et singulièrement le président de la République, avec des relations directes avec le président Rouhani et le président Trump. Et c'est aussi le sens du communiqué qui a été publié par Mme Merkel, Mme May et le président Macron le 14 juillet. Quant à la situation Mme Fariba Adelka, nous la suivons de très près. Le président de la République s'en est entretenu avec le président Rouhani. Nous avons demandé des informations nécessaires et nous avons demandé l'accès consulaire et nous avons demandé une libération rapide. Je constate qu'aujourd'hui, nos demandes ne sont pas satisfaites. Il est donc indispensable et urgent que les autorités iraniennes se montrent transparentes sur ce dossier, comme sur tous les dossiers des ressortissants étrangers arrêtés en Iran. Merci. La parole est à Madame Claudine Thomas pour le groupe Les Républicains. 2 minutes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Dimanche dernier, jour de notre fête nationale, des supporters de l'équipe de football d'Algérie ont célébré la qualification de leur équipe pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, ce qui a occasionné des actes de violence et de destruction dans Paris, Lyon, Marseille et dans bien d'autres villes. Ce ne sont pas moins de 282 personnes qui ont été interpellées cette nuit-là, dont 249 placées en garde à vue selon les sources du ministère de l'Intérieur. En revanche,
La place Beauvau se refuse à révéler le nombre exact de voitures brûlées. C'est incompréhensible, c'est l'omerta. Ces scènes de violence se sont répétées partout en France. Scénario qui laisse présager le pire en cas de victoire ou de défaite de l'Algérie lors de la finale de demain. Monsieur le Premier ministre, il est choquant et révélateur de voir cette nuée de drapeaux algériens brandis par des Français issus de l'immigration dont les parents ont délibérément fait le choix de la France comme nouvelle patrie. Il est choquant de voir ce type de manifestation violente, d'autant plus le jour même de notre fête nationale. Violence que l'État donne l'impression d'accepter comme une fatalité et qu'il ne gère qu'au coup par coup. Les Français en ont assez. Il est temps de ramener la paix sociale dans notre pays en recréant une unité de valeurs républicaines sans favoriser, comme tel est le cas aujourd'hui, les communautarismes de toutes sortes. Cette violence est révélatrice d'un problème plus profond, plus grave. Il est temps de repenser notre politique d'intégration. Il est temps, comme le disait le président Retailleau, de s'attaquer aux racines du mal. Sans ce travail, sans fermeté, sans une reconquête de l'école et des quartiers difficiles, sans une réponse immédiate, rien ne pourra être résolu. Monsieur le Premier ministre, la politique de l'autruche n'a qu'assez duré. Alors je vous pose la question. Quelle réponse concrète le gouvernement compte-t-il enfin apporter à ces dérives, à cette carence d'éducation civique, à ce mépris des valeurs qui font la France? Pour le gouvernement, la parole est à Monsieur Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. 2 minutes, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, un mot donc pour répondre bien sûr à votre question sur le dispositif qui sera prévu vendredi soir pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour dire d'abord que c'est le même dispositif que nous prévoyons chaque fois qu'il y a des événements sportifs d'importance. C'était le cas pour la finale de la Coupe du Monde qui a vu la victoire des Bleus avec des personnes qui se sont rendues sur les Champs-Élysées et un certain nombre de personnes qui avaient envie de commettre des violences. C'est ce qui s'est passé dimanche. Nous avions un dispositif conséquent sur Paris. Je ne peux pas vous laisser dire qu'il y a eu des violences et des dégradations. C'est complètement inexact. Nous avions un certain nombre de fonctionnaires de police mobilisés dimanche soir qui ont évité des exactions. Il n'y a eu aucun commerce dégradé, aucun pillage. Ça a été le cas également à Marseille, où j'étais il y a seulement 2 jours et où j'ai pu constater que le dispositif qui a été mis en place par les forces de l'ordre a remarquablement fonctionné. Il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de trouble. Vendredi soir, pour la finale, nous aurons le même dispositif, un dispositif qui se veut réactif, adapté, qui permettra de contenir les violences, de procéder à des interpellations s'il devait y en avoir. Mais rien ne peut vous laisser préjuger qu'il y en aura, Madame la sénatrice. Rien ne peut vous laisser le préjuger. C'est faire un procès d'intention à des supporters qui viennent aussi fêter une victoire dans la liesse et dans la joie. Et les forces de l'ordre sont là pour éviter qu'il y ait des débordements. Ne l'oubliez pas et nommez les choses telles qu'elles sont. Alors ce dispositif, il sera présent, bien sûr dans les centres-villes, et il sera présent, vous l'avez rappelé, également dans les quartiers, pour éviter qu'à cette occasion ne se produisent des violences urbaines. Soyez assurés que les policiers, CRS, policiers, gendarmes mobiles seront mobilisés en nombre vendredi pour gérer cet événement s'il doit avoir lieu. Mais je ne peux en aucun cas vous laisser dire et préjuger et laisser entendre qu'il y aura forcément des violences. Ça n'a pas été le cas dimanche soir et tout sera fait pour que ça ne soit pas le cas vendredi soir. La parole est à Madame Michèle Vullien pour le groupe Union centriste. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur Castaner, mais effectivement, ma collègue vient de poser une question sur ce qui s'est produit. Je suis tout de même étonnée, Monsieur Nunez, que vous nous disiez qu'il ne s'est rien passé. Parce que le dimanche 14 juillet, jour de fête nationale, de nombreuses villes françaises ont connu en guise de bouquet final un bien triste spectacle. En marge de scènes de liesse et de joie bien compréhensibles des amateurs de sport, des bandes organisées ont fait basculer un moment heureux et sympathique dans des excès qui heurtent et meurtrissent. Violence matérielle, violence symbolique, violence verbale et même violence physique à l'encontre des forces de l'ordre. On ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Ces actes inqualifiables, largement relayés par les médias, moi j'ai vu à la télévision, je n'étais pas sur place, mais je vois un magasin de motos qui est complètement vandalisé. Je ne porte pas de jugement sur qui a vandalisé, mais le fait qu'on voit
des vandales filmés alors que rien ne se passe autour d'eux, ça n'est pas acceptable. Les incidents du soir prolongent des incidents de même nature survenus quelques jours auparavant et quelques mois plus tôt. Ils se renouvellent sans que nous soyons en mesure de faire régner l'ordre, de rassurer la population malgré la mobilisation d'un dispositif important tel que vous le venez de l'évoquer. Dans un état de droit, je m'interroge sur notre capacité à faire respecter les lois, à contenir ces déferlements de haine, à protéger les personnes et les biens, tout simplement. À vouloir prendre trop de précautions, nous acceptons l'inacceptable en ouvrant grand le champ à de dangereux amalgames et en prenant de bien grands risques en poussant l'électorat modéré vers les extrêmes. Monsieur le ministre, de manière globale, qu'avons-nous raté collectivement pour engendrer de tels déferlements de haine à l'égard de la France et de ses symboles? Conclure. Vous venez d'évoquer qu'un dispositif est prévu pour demain. J'espère qu'il saura être efficace. Je vous remercie. Merci. La parole est de nouveau à Monsieur Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, d'abord, je n'ai pas dit qu'il s'était rien passé. Je réponds à Madame la sénatrice qui nous parle de violence à Paris, qui nous parle de violence à Marseille et qui nous parle de violence à Lyon. Madame la sénatrice, soyez assurée que demain, vendredi soir, le dispositif qui sera mis en place sera le même que dimanche soir, avec une mobilisation conséquente d'effectifs de police, de gendarmerie, qui quadriront à Paris, à Lyon, le centre-ville, pour éviter qu'il y ait des incidents. Ce sera le cas également à Marseille. Les supporters, à quelque camp d'ailleurs qu'ils appartiennent, ils viendront sans doute dans les centres-villes. Nous encadrerons ces déplacements sur la voie publique. S'il y a des violences, comme nous le faisons à chaque fois, nous interviendrons pour disperser, pour interpeller. Vous avez cité le nombre d'interpellations qui a dépassé les 300 vendredi soir, mais interpellations qui visent justement à prévenir ces violences et ces débordements. Il n'y a pas eu, et je le redis, de débordement à Paris et à Marseille et de violence. C'est totalement inexact. Dimanche soir, c'est faux. Le pillage que vous citez de magasins de cycle ont eu lieu lors des quarts de finale. C'est incontestable, c'est documenté, je ne le conteste pas. C'était donc pour le quart de finale. Mais dès vendredi, nous aurons bien ce dispositif qui sera déployé, efficace, et qui visera à empêcher des exactions, des troubles à l'ordre public, comme encore une fois ça a été le cas dimanche soir. Je veux d'ailleurs en profiter devant la représentation nationale, devant le Sénat, pour saluer l'engagement des policiers et des gendarmes qui sont totalement investis sur ces mouvements. Et je ne peux effectivement, et je vous rejoins madame, laisser faire des amalgames. On ne peut pas laisser faire des amalgames entre ce que sont les supporters de l'équipe d'Algérie en l'occurrence, qui se sont rendus sur la voie publique, qui ont fêté la victoire de leur équipe. On ne peut pas faire d'amalgame entre un processus d'intégration qui serait raté et ce qui s'est passé ce soir-là. C'est complètement inexact. Je rappelle que nous avions le même dispositif pour la finale de la Coupe du Monde et qu'il a été tout aussi efficace. La parole est à notre collègue Martin Lévrier pour le groupe La République En Marche pour 2 minutes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la ministre des Solidarités et de la Santé, mes chers collègues, dès les années 2000, les sénateurs ont travaillé sur la modernisation durable des retraites. Plusieurs rapports sénatoriaux ont souligné la nécessité d'une réforme systémique, conscients que l'impératif de l'équilibre financier ne pouvait être la seule approche. Par exemple, dans leur rapport fait dans le cadre de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale, intitulé « Retraite 2010, régler l'urgence, refonder l'avenir », Madame Christiane de Montès et Monsieur Dominique Leclerc énonçaient déjà que devait, je cite, « être engagé dès à présent ce débat national en posant le principe du passage progressif à un système par points, qui assurerait un lien plus clair entre cotisations et pensions, identifierait mieux les mécanismes de solidarité et serait un gage de clarté pour les jeunes générations auxquelles elles cotisent. » En écrivant cela, les sénateurs étaient conscients qu'il fallait mettre fin aux additions de mesures paramétriques qui ont transformé le système de retraite existant en un millefeuille indigeste. Une vraie réforme du système de retraite devrait être animée par les objectifs suivants. Renforcer la solidarité intergénérationnelle en rendant le système intelligible pour tous. Mettre un terme aux iniquités existantes entre actifs, notamment en fusionnant les 42 régimes.
pérenniser le système de manière durable en empêchant l'adjonction de réformes paramétriques. Répondre à ces objectifs, c'est répondre à l'engagement pris par le président de la République devant les Français. Aujourd'hui, après 2 ans de concertation, M. Jean-Paul Delevoye, haut-commissaire à la réforme des retraites, a présenté son rapport aux partenaires sociaux, au Premier ministre et à vous-même. Madame la ministre, ma question est double. Quelles sont les prochaines étapes et à quel horizon le Parlement pourra-t-il s'emparer de ce sujet essentiel et structurant pour notre société? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Martin Lévrier. Je vous remercie pour votre question parce qu'elle me permet de compléter la réponse que j'ai faite d'ores et déjà à Madame Monique Lubin. Les préconisations du haut-commissaire constituent le socle de ce que devra être un système de retraite universel, mais il nous reste à définir les conditions de la transition vers ce système cible. Changer de système n'est jamais chose aisée et il est indispensable que nous prenions le temps nécessaire car il nous reste à arrêter des modalités pratiques du passage à ce nouveau régime. Il nous reste à rassurer et à apporter des garanties attendues par les Français sur ce qui touche leurs projets de vie les plus personnels, les plus longuement mûris. Il nous reste à prendre en compte de manière cohérente les exigences d'équilibre économique avant la bascule dans le nouveau système universel de retraite. Et aujourd'hui, nous le savons, la retraite est un casse-tête, une injustice, parfois une angoisse. Un casse-tête pour comprendre à quoi l'on a droit. Une injustice parce que les inégalités sont fortes et les pensions faibles pour les femmes notamment. Une angoisse pour tous les Français qui travaillent et qui pensent qu'ils n'auront pas de retraite parce que le système est déséquilibré. Je pense aux plus jeunes qui n'ont pas confiance dans l'avenir. Le président de la République s'est engagé à rendre notre système de retraite plus juste. Notre système doit rester généreux tout en s'adaptant à une société où les gens ont plusieurs métiers et plusieurs statuts dans leur vie. Les retraités sont un pilier de notre modèle démocratique. Ils font vivre la solidarité entre les générations. Ils participent à la vie associative et citoyenne. Nous devons donc prendre le temps de préparer un système de retraite où chacun puisse bien vivre sa retraite avec sérénité, avec justice. Une deuxième phase de concertation s'ouvre donc à partir de maintenant, sur les bases des préconisations du haut-commissaire à la réforme des retraites. Et après ces concertations, le gouvernement travaillera à l'écriture d'un projet de loi. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Olivier Léonard pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen pour 2 minutes. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre du Travail et concerne le plan de restructuration de l'enseigne Conforama. Je souhaite y associer les collègues de mon groupe, Madame Jouve, Messieurs Guérini et Corvizet, concernés comme beaucoup d'autres par l'une des 32 fermetures de magasins annoncées, qui entraîneront un plan social d'une ampleur inégalée depuis de très nombreuses années, avec 1900 licenciements. La déflagration sociale sera énorme dans les territoires, notamment dans mon département de l'Essonne, à Fleury-Mérogis, où j'ai rencontré il y a encore quelques jours les salariés, dont certains ont parfois 30 ans d'ancienneté dans ce groupe, et ceci en présence de Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Je trouve d'ailleurs totalement indécent que le licenciement de 1900 personnes soit à peine relaté dans la presse nationale quand on voit ce qui occupe les flashs des chaînes info en continu ces derniers jours. Monsieur le ministre, les salariés craignent un plan de démantèlement caché qui suivrait ce plan de restructuration. Le PDG de Conforama s'est engagé le 14 juillet par voie de presse à ne pas démanteler l'entreprise, qualifiant ce scénario de fantasme intégral. Or, dès le lendemain, nous apprenons que le démantèlement a déjà commencé avec la vente des bijoux de famille, comme on dit, les filiales espagnoles et portugaises. Or, il s'agit aujourd'hui de filiales rentables du groupe qui permettent dès maintenant de maintenir l'activité hexagonale et l'argent de la vente ne sera pas alloué à la procédure ou aux salariés impactés. Par ailleurs, l'entreprise a perçu le CICE pour plus de 50 millions d'euros. À ce titre, l'État doit exiger que l'entreprise rende des comptes
Et je souhaite savoir, Madame la Ministre, quelles mesures vous envisagez pour empêcher le démantèlement de l'entreprise, pour sanctionner les créanciers et les fonds d'investissement vautours, et évidemment pour préserver le maximum d'emplois face à cette tragédie sociale. Pour le gouvernement, la parole est à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Léonard, le groupe Conforama, vous l'avez dit, est confronté à des difficultés importantes qui se sont accrues depuis le mois de décembre 2017, suite déjà aux malversations de son actionnaire, le groupe sud-africain Steinhoff. En outre, au-delà de ces difficultés actionnariales, le groupe Conforama fait face, comme tous les acteurs de la distribution, à une évolution très rapide des modes de consommation et une concurrence croissante des acteurs de l'économie numérique dans un marché du meuble qui s'est révélé particulièrement difficile en 2018. C'est dans ce contexte que la direction de Conforama a annoncé un plan de restructuration très important, comprenant notamment, vous l'avez dit, la fermeture de 32 magasins Conforama et de 10 magasins Maison Dépôt. Je comprends l'angoisse et la colère des salariés face à ces annonces. Avec Bruno Le Maire, nous sommes très fermes. Il est indispensable que le dialogue puisse avoir lieu et que le représentant du personnel obtienne rapidement les réponses attendues sur la stratégie du groupe. Ce groupe compte plus de 14 000 salariés, dont 9 000 en France. Aujourd'hui, l'urgence, c'est d'abord d'assurer la pérennité de l'entreprise et de sauvegarder le maximum d'emplois. C'est pourquoi j'appelle la direction, comme les organisations syndicales, à poursuivre ce dialogue qui doit être transparent et loyal. Avec Bruno Le Maire, nous serons particulièrement attentifs aux conditions de mise en œuvre de la restructuration engagée par le groupe qui doit donner à l'entreprise toutes ses chances d'avoir un rebond. Mes services et moi-même serons particulièrement vigilants également quant aux efforts de reclassement et aux mesures d'accompagnement qui seront mises en place par le groupe. Nous serons très attentifs et je pense que les parlementaires seront avec nous sur ce sujet essentiel. La parole est maintenant à notre collègue Madame Esther Benbassa pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. 2 minutes. Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Secrétaire d'État, Zineb Redouane, octogénaire, morte après avoir été atteinte au visage par une grenade lacrymogène alors qu'elle fermait ses volets. Geneviève Leguet, militante d'attaque, 73 ans, blessée à la tête suite à une charge de CRS. Près de 3000 blessés parmi les gilets jaunes, 94 graves, des mutilés, des éborgnés. Face à cela, quoi donc? Des enquêtes de l'IGPN ne débouchant sur rien. Face à cela, quoi encore? Un président de la République, le 7 mars, jugeant inacceptables les mots de répression et de violence policière dans un état de droit. Ce ne sont pas les mots qui sont inacceptables, mais les faits. Or, les faits sont là, incontestables. Dernière affaire en date, celle de Steve Maia Canisso. Dans la nuit du 21 au 22 juin à Nantes, des policiers interviennent contre des jeunes célébrant la fête de la musique un peu trop tardivement. On a parlé de lancer de projectiles, les vidéos disponibles n'en montrent aucun. Suite à une charge visiblement disproportionnée, 14 personnes sautent dans la Loire pour échapper aux coups et aux lacrymogènes. Steve, lui, n'a pas été trouvé. Des enquêtes ont été diligentées, des plaintes déposées. Le défenseur des droits s'est autosaisi. La famille de Steve, elle, attend toujours des réponses. Ma question est simple, Monsieur le Secrétaire d'État. Où est Steve? Je répète, où est Steve? Merci. La parole est à Monsieur Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, Madame la sénatrice, vous m'interpellez donc sur un certain nombre de faits qui ont été commis, pour lesquels je tiens à rappeler que des enquêtes judiciaires ont été ouvertes systématiquement. Vous avez rappelé certains de ces faits qui touchaient au mouvement, qui ont eu lieu pendant le mouvement des Gilets jaunes. Systématiquement, quand il y a eu des personnes blessées, il y a eu saisine de l'autorité judiciaire. Ces investigations sont en cours. Il y a plus de 280 saisines de l'inspection générale de la police nationale. Un certain nombre de dossiers ont été transmis au parquet, plus d'une centaine, et les investigations se poursuivent. Vous savez, l'action
de la police et de la gendarmerie, elle est très encadrée. Elle s'inscrit toujours dans un cadre légal, proportionné. Et quand il y a des suspicions, et je dis bien des suspicions de violence, il y a des investigations. Et les policiers se répondent bien évidemment aux questions que leur pose la justice. Et avec Christophe Castaner, que j'excuse puisqu'il est actuellement au Conseil Justice et Affaires intérieures à Helsinki, nous n'avons aucune raison de ne pas avoir confiance dans nos gendarmes et dans nos policiers. Mais vraiment aucune raison. Ils sont présents, ils ont été présents tout au long des mois pour les Gilets jaunes, ils ont été présents pour les événements de la Cannes dont nous parlions, et ils sont présents tous les jours pour lutter contre la délinquance et surtout pour nous protéger. Et il faut savoir le rappeler, Quant aux événements de Nantes que vous citez, qui ont eu lieu le soir de la fête de la musique, où les policiers sont intervenus pour mettre un terme, comme cela d'ailleurs avait été convenu, à des concerts qui se sont déroulés très tardivement. Il y a eu une action de police qui a été menée. Je vous rappelle qu'une action judiciaire a été engagée, un juge d'instruction est saisi, les investigations sont en cours, et ce n'est pas moi, en tant que secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, qui vais répondre sur des investigations judiciaires en cours. Ce que je sais, c'est qu'elles sont menées très rigoureusement, très sérieusement, et que toute la vérité sera faite sur cette affaire. Merci. Il vous reste 18 secondes pour la réplique, Madame Benbassa. Pas de réplique? Si, 18 secondes, il vous reste. Cette réponse n'est certes pas de nature à calmer les inquiétudes de la famille de Steve. Le 16 juin dernier, dans le cadre de mal nommée promotion Gilets jaunes, vous avez médaillé M. Grégoire Chassin, commissaire divisionnaire à Nantes. 5 jours plus tard, le 21 juin, si l'on en croit Mediapart, c'est le même qui ordonnait de gazer les jeunes rassemblés près d'une berge de la Loire. Steve en faisait partie. Votre police va mal, monsieur le secrétaire d'État, et notre pays avec elle. La parole est à monsieur Rémi Féraud pour le groupe socialiste et républicain. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Chers collègues, plusieurs grandes villes françaises sont confrontées à l'arrivée de migrants venus de pays en guerre ou fuyant la misère. Beaucoup d'entre eux vivent actuellement dans des conditions indignes. Cela se passe à Paris, mais aussi à Rennes, à Bordeaux, à Lille, à Nantes, à Saint-Denis, à Toulouse et ailleurs encore. Le 23 avril dernier, les maires de ces villes ont ensemble interpellé le gouvernement pour réclamer le renforcement des dispositifs d'accueil des réfugiés. Bien sûr, les municipalités mettent en place, avec les associations, des mesures humanitaires d'urgence et des accueils de jour. Je veux d'ailleurs ici remercier et saluer l'ensemble des acteurs qui s'engagent à leur côté. Mais ces mesures d'urgence ne peuvent pallier l'absence de l'État. Elles n'exonèrent pas le gouvernement de sa responsabilité, celle d'une prise en charge durable et de l'hébergement de tous ceux qui dorment à la rue ou dans des campements de fortune. Alors que depuis des mois, la situation dans le nord de Paris, autour de la porte de la Chapelle, est dramatique, votre silence et votre passivité sont inacceptables, car l'accueil et la mise à l'abri des réfugiés, cela relève de la compétence du gouvernement. Alors, Monsieur le Ministre, j'ai 2 questions. Quand l'État assumera-t-il enfin pleinement ses responsabilités? Et quand votre gouvernement mettra-t-il fin à une situation indigne de notre pays et des valeurs de la République? Je vous remercie. La parole est à monsieur Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices. Monsieur le sénateur, vous nous interpellez sur la présence de demandeurs d'asile sur Paris et sur l'Île-de-France. Effectivement, la demande d'asile a augmenté fortement dans notre pays, plus 20% en 2018, donc 45%, vous le savez très bien, se concentrent à Paris et en Île-de-France. Et vous soulignez ce qui serait l'inaction du gouvernement, sa passivité. Je vous cite. Bien évidemment, ces propos sont absolument inacceptables. Vous savez très bien que nous avons fait des efforts importants pour augmenter l'offre d'hébergement des demandeurs d'asile. Ce sont 107 000 places qui sont disponibles au plan national. Elles ont augmenté de manière extrêmement importante. Il y en a 22 000 à Paris. Vous savez très bien que nous avons également renforcé les moyens de l'OFPRA pour
accélérer le délai d'instruction des demandeurs d'asile pour parvenir à ce délai de 6 mois qui permettra de libérer des places de capacité d'hébergement. Et vous savez tous les efforts que nous faisons sur le logement des réfugiés. 8 000 logements mis à disposition en 2018, 18 000 cette année qui seront mis à disposition. Voilà les efforts que fait le gouvernement. Vous ne pouvez pas parler de passivité et d'inaction. Et ces efforts, ils ont lieu également à Paris. Concernant la porte de la Chapelle, je veux rappeler ici que le préfet de police, le préfet de la région Île-de-France engagent des opérations que l'on appelle des opérations de mise à l'abri, que les policiers s'y rendent également très fréquemment et que nous sommes très présents sur ce territoire. Et je veux aussi dire que le dispositif d'orientation et d'accueil des demandeurs d'asile, il a été amélioré, vous le savez très bien, pour réduire les files d'attente. C'est la plateforme téléphonique qui a été mise en place et c'est le nombre de rendez-vous au guichet unique qui a été multiplié par 2. Je ne peux pas vous laisser dire, monsieur le sénateur, que le gouvernement est passif sur ce dossier. Il est très actif et il l'est aussi vis-à-vis de ses partenaires européens pour essayer de refonder Schengen et d'améliorer ce dossier au point de vue européen également. Nous sommes dans l'action, nous ne sommes pas passifs, monsieur le sénateur. Il vous reste 28 secondes pour une réplique, monsieur Ferraud. Merci, monsieur le président. C'est la situation réelle sur le terrain qui montre l'inadaptation et l'insuffisance de l'action du gouvernement. Venez voir porte de la Chapelle, mais aussi dans d'autres quartiers en France. Cessez de voir cette question de l'accueil des réfugiés uniquement avec l'œil du ministère de l'Intérieur. Construisez une réponse adaptée avec les collectivités et les associations. Soyez à la hauteur de la promesse humaniste qui était la vôtre. Merci. La parole est à monsieur Michel Raison pour le groupe Les Républicains. Merci. Merci, monsieur le... Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Il y a quelques semaines, la Cour des comptes pointait du doigt le budget de l'État avec ses dépenses qui augmentent, son déficit qui augmente, malgré des recettes en augmentation aussi. Donc, on s'aperçoit que vous avez du mal à maîtriser les dépenses publiques et qu'il vous reste peut-être les solutions que vous avez déjà adoptées, c'est de demander aux autres de le faire. Est-ce pour ça que vous proposez brutalement aux chambres d'agriculture de baisser de façon très forte ces recettes fiscales? Les recettes des chambres d'agriculture, c'est une partie de prestations, une partie de recettes fiscales. Ma question est simple, monsieur le Premier ministre. De combien vous souhaitez baisser ces recettes fiscales? Nous n'avons pas le chiffre exact. Quelle a été la concertation engagée et sur quels critères vous basez-vous pour une telle baisse aussi forte et aussi brutale? Merci pour votre réponse. Pour vous répondre, la parole est à monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les sénatrices, sénateurs. Monsieur le sénateur Michel Raison, vous avez eu droit à de gros applaudissements nourris avant la question et après la question. Je ne doute pas que j'aurai les mêmes après la réponse que je vais vous apporter. Ce gouvernement maîtrise la dépense publique, il le fait. C'est d'ailleurs reproché par certaines oppositions de dire « vous maîtrisez trop les dépenses publiques, vous ne dépensez pas assez en termes de social, en termes de cette direction », mais je sais que ce n'est pas votre cas. La volonté du Premier ministre dans les arbitrages budgétaires, ça a été cette année encore de donner la possibilité d'avoir un budget de l'agriculture en augmentation. Certes en augmentation limitée, mais en augmentation. En cela, ne défavorisant en rien les actions sur l'agriculture. L'épargne de précaution, 150 000 € par agriculteur est maintenue. Le TODE, sur lequel nous sommes battus ensemble, pérennisé, 500 millions. Nous allons faire en sorte de maintenir l'exonération totale du TICPE sur le gazole non routier, 1,1 milliard 200 millions pour l'agriculture. J'en viens maintenant aux arbitrages budgétaires qui ont été rendus. Aujourd'hui, évidemment, vous n'avez pas les montants à l'intérieur du ministère de l'Agriculture, puisque les lettres de cadrage ne sont pas encore arrivées et que le débat, nous l'aurons ensemble en commission à l'automne, évidemment. Mais j'ai rencontré le président des chambres d'agriculture de la PCA pour lui dire que dans le cadre des arbitrages globaux, les recettes de la PCA seront diminuées. Pourquoi ? Parce qu'il y a un sujet essentiel, monsieur le sénateur, aujourd'hui, c'est le revenu des agriculteurs.
Aujourd'hui, les agriculteurs ne gagnent pas leur vie. Et le compte n'y est pas suite aux EGA. Et le choix du Premier ministre, ça a été de baisser la taxe affectée sur le foncier non bâti afin de faire baisser les taxes que les agriculteurs payent dans leurs revenus pour leur donner plus de pouvoir d'achat. Mais je veux réaffirmer que les chambres d'agriculture ont un rôle essentiel à jouer, que nous travaillons sur le COP aujourd'hui et que nous allons faire beaucoup. Je les ai encore rencontrés hier, la concertation se fait et nous avancerons. Je vous remercie. Il vous reste 59 secondes, chers collègues. Monsieur le ministre de l'Agriculture, vous savez le respect que j'ai pour vous, c'est ce qui me rend très déçu par votre réponse. J'espérais en avoir une, je n'en ai pas eu, mais vous avez osé utiliser le terme d'amélioration du revenu des agriculteurs en baissant de 15% les impôts de chambre d'agriculture. Est-ce que vous savez combien ça fera par agriculteur, sachant qu'ils ne sont pas tous propriétaires exploitants et que les taxes des chambres d'agriculture ne sont pas réclamées par tous les propriétaires? C'est 50 € par agriculteur que vous leur redonneriez éventuellement en revenu, éventuellement. Mais pendant ce temps-là, et vous êtes habitué au double discours. Ici, vous tenez un discours permanent de transition de l'agriculture qui a besoin d'un accompagnement de plus en plus fort. Et vous allez réduire les recettes des chambres d'agriculture. Les collectivités utilisent de plus en plus les chambres d'agriculture. Et je vous rappelle aussi que c'est un corps intermédiaire de terrain, alors qu'on a fait des grandes chambres régionales complètement éloignées des agriculteurs, des collectivités et des préfets. Donc vous supprimez encore, vous affaiblissez un corps intermédiaire très utile pour les collectivités et les paysans. C'est dramatique. La parole est à monsieur Loïc Hervé pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. L'agglomération de Genève est l'une des plus dynamiques d'Europe. C'est une agglomération internationale impliquant 2 cantons suisses et 2 départements français. Je souhaite exprimer dans cet hémicycle la très forte inquiétude des élus du territoire genevois français à propos de la politique menée par le Conseil d'État du canton de Genève en matière de scolarisation des enfants des expatriés suisses domiciliés en France. Les autorités genevoises ont décidé de modifier unilatéralement le règlement sur l'enseignement scolaire, notamment en primaire. Hormis de quelques rares exceptions, les enfants suisses résidant en France ne pourront plus être scolarisés dans le pays d'origine et bien souvent de travail de leurs parents. Dans les 10 ans à venir, les élus locaux estiment qu'ils devront accueillir dans leurs écoles près de 2000 enfants suisses. Le coût de report de charges pour les collectivités comme pour l'État se chiffre en dizaines de millions d'euros. Je rappelle que les frontaliers travaillant à Genève payent leurs impôts sur leurs revenus à la source et que Genève en conserve les 2/3. Monsieur le ministre, je souhaite connaître les initiatives que le gouvernement entend prendre pour protester au niveau diplomatique le plus élevé contre des décisions qui affectent la vie quotidienne des habitants et des élus de toute l'agglomération. La parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Oui, monsieur le Président, monsieur le sénateur Loïc Hervé, la question que vous soulevez fait partie intégrante des discussions que nous avons régulièrement avec les autorités suisses, que ce soit les autorités fédérales, mais surtout les autorités cantonales. Et il est évident que notre coopération transfrontalière ne peut pas être déséquilibrée, qu'elle doit être juste et qu'elle doit être au bénéfice des 2 côtés de la frontière. Et dès l'adoption du nouveau règlement sur l'enseignement primaire à Genève, nous avons saisi les autorités cantonales pour souligner les difficultés et les implications d'une telle décision sur les capacités d'accueil et de scolarisation des établissements français frontaliers. Cette problématique a fait l'objet, d'échanges nourris lors de la dernière réunion du dialogue transfrontalier. Et les autorités cantonales genevoises sont restées sur l'opposition et nous avons envisagé toutes les mesures permettant d'atténuer cet impact, que ce soit sur la possibilité pour les élèves déjà scolarisés de terminer leurs études, ou le fait de ne pas séparer les fratries. Et nous sommes aussi en lien étroit avec les services du ministre Jean-Michel Blanquer et le rectorat de Grenoble pour évaluer les conséquences directes, notamment en termes d'ouverture de classes, qui semblent a priori plus limitées que celles que nous avons craintes au départ. Nous respectons les accords bilatéraux que nous avons avec la Suisse et ses cantons, mais ces accords bilatéraux ne doivent pas nous empêcher
d'améliorer les situations lorsque c'est possible. C'est le cas en particulier dans le domaine de la coopération sanitaire transfrontalière, puisque nous avons conclu un accord à la fin du mois de juin. C'est le cas aussi de notre détermination à faire en sorte que la Suisse adopte le plus vite possible une directive sur l'indemnisation du chômage qui permettrait que les frontaliers soient indemnisés par le pays dans lequel ils travaillent et non plus dans celui dans lequel ils résident. Ce sont nos enjeux de discussion. La situation transfrontalière entre la France et la Suisse est bonne, mais je constate avec vous qu'elle peut s'améliorer. Il vous reste 47 secondes, Monsieur Hervé. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, la scolarisation ne doit pas être une variable d'ajustement discriminatoire, mais elle doit être conforme aux droits des accords bilatéraux avec la Suisse, vous l'avez rappelé. La décision du Conseil d'État de Genève est une décision protectionniste, inspirée d'un populisme antifrontalier qui se développe de manière préoccupante de l'autre côté de la frontière. Nous devons être très vigilants sur ce point. Et la construction d'une coopération transfrontalière ne peut souffrir de telles décisions, à l'instar, par exemple, de la fermeture des petites douanes la nuit. D'autres sujets devront nécessairement être mis sur la table. La coopération médicale et sanitaire, nous l'avons voté ici il y a quelques jours. Et vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, la question de l'indemnisation du chômage des travailleurs suisses résidant en France par la France, qui est un vrai scandale. Monsieur le Ministre, nous comptons sur vous. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Claude Haut pour le groupe La République En Marche, pour 2 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, à la veille du 14 juillet, le président Macron a annoncé devant la communauté militaire rassemblée au ministère des Armées la création d'un commandement militaire de l'espace dès le 1er septembre au sein de l'armée de l'air. Pour reprendre ces mots, il s'agit d'assurer notre défense de l'espace et par l'espace, y compris de manière active. Avec ce nouveau commandement, nous actons une évolution de notre doctrine militaire et nous faisons du spatial une priorité stratégique et un véritable enjeu de sécurité nationale. Notre groupe salue une telle démarche puisqu'elle permettra de rassembler nos moyens spatiaux qui sont, pour l'heure, disséminés dans nos armées. D'aucuns ne dira le contraire, l'espace exo-atmosphérique n'est plus uniquement un bien commun au service du progrès technologique humain, c'est devenu un espace de conflictualité entre les puissances qui disposent de satellites, un espace à la fois disputé et contesté. Un satellite détourné de sa trajectoire, perturbé ou espionné, constitue une véritable menace pour la sécurité et la défense nationale, car ce satellite peut compromettre le fonctionnement de nos sociétés et de nos opérations militaires. C'est effectivement grâce aux satellites que nos militaires opèrent sur les théâtres d'affrontement pour leur communication comme pour les géolocalisations. Ce qui impose donc de renforcer notre vigilance quant à la sécurité et à la résilience de nos satellites. Monsieur le ministre, comment ce commandement de l'espace nous assurera-t-il une consolidation de nos capacités spatiales? La loi de programmation militaire pour 2019-2025 avait déjà acté un renforcement du budget à la hausse, à hauteur de 3,6 milliards d'euros. De nouveaux moyens seront-ils dédiés au renouvellement de nos capacités satellitaires et à la mise en œuvre de cette nouvelle politique spatiale militaire? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Marc Fesneau, ministre chargé des Relations avec le Parlement. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Claude Haut, d'abord je vous prie d'excuser la ministre des Armées actuellement en déplacement. Vous décrivez justement dans votre question l'enjeu de sécurité nationale que représente l'espace pour notre pays. C'est à la fois un enjeu de compétition, mais comme vous l'avez dit, c'est un enjeu aussi potentiel de conflictualité. Face à cet enjeu et même ces menaces, nous avons décidé de renforcer notre action. Notre autonomie stratégique dépend en effet de notre capacité à sécuriser nos moyens spatiaux. Comme vous le rappelez dans votre question, cette préoccupation était au cœur de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 qui prévoit le renforcement de nos capacités nationales de surveillance de l'espace exo-atmosphérique et de connaissance de la situation spatiale, avec entre autres le renouvellement de tous nos satellites militaires de renseignement. La nouvelle stratégie spatiale de défense décidée par le président de la République permet d'aller encore plus loin. Il s'agit d'étendre désormais notre surveillance des activités en orbite et disposer de capacités protégeant, si besoin, et si besoin activement, nos intérêts spatiaux. À la suite des annonces par le chef de l'État faites le 13 juillet à l'hôtel de Brienne, comme vous l'avez rappelé, le grand commandement de l'espace qui sera créé d'ici septembre au sein de notre armée de l'air rassemblera immédiatement 230 spécialistes.
Il sera progressivement développé tout particulièrement à Toulouse, siège Centre national d'études spatiales, d'où nous mènerons nos opérations spatiales militaires. La ministre des Armées détaillera ce projet à Lyon le 25 juillet prochain. C'est en faisant cet effort que nous protégerons nos satellites et moyens d'action dans l'espace pour contrer d'éventuelles menaces et que nous garantirons l'usage pacifique de l'espace dans le cadre fixé par les traités internationaux et auquel le gouvernement est particulièrement attaché. Je vous remercie. Pour le groupe Les Républicains, la parole est maintenant à monsieur Ronan Le Gleut pour 2 minutes. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. 2 359 milliards d'euros, c'est le montant de la dette publique au premier trimestre en France. Ce n'est plus une petite montagne de dette, c'est un Everest de dette. Pour bien se rendre compte ce que ce chiffre vertigineux représente, il faut le ramener aux 67 millions d'habitants. Cela représente par habitant 35 210 € de dette. Ainsi, une épée de Damoclès plane au-dessus de la tête de chaque Français. Et face à cet Everest de dette, quel choix faites-vous? D'augmenter encore les dépenses publiques, plus 4,6 milliards d'euros pour un budget de 267,5 milliards d'euros, alors qu'il existe des économies à faire sur le train de vie de l'État, le périmètre de la fonction publique, réforme de l'AME, en réévaluant l'efficacité des politiques publiques. J'en viens donc à ma question. Pourquoi abandonnez-vous la promesse électorale du candidat Emmanuel Macron de plus de sérieux budgétaire et, je cite, de ne pas léguer une dette insoutenable à nos enfants? Pour vous répondre, la parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, pour 2 minutes, monsieur le ministre. Merci, monsieur le Président, mesdames et messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, lorsque nous sommes arrivés en responsabilité, nous avions 3,4% de déficit. Le projet de loi de finances que je présenterai avec Bruno Le Maire, on présentera 2,1% de déficit. La différence, c'est 28 milliards d'euros. 28 milliards d'euros qui, en 2 ans, auront été constatés par la Cour des comptes et par les commissions. Le rapporteur général, d'ailleurs, qui appartient à votre groupe, s'en est félicité lors du débat d'orientation budgétaire la semaine dernière. Et puis, on peut toujours se dire qu'il faut baisser la dépense publique. Dans ces cas-là, attendons d'avoir une relation normale et constructive entre les chambres. Vous avez, monsieur le sénateur, voté contre toutes les baisses de dépenses publiques qu'on a présentées ici dans cette chambre. Vous avez voté, y compris vous-même, monsieur le sénateur, contre la mission au travail lors du PLF et du PLF de 2018 qui prévoyait la suppression des contrats aidés pour une grande partie. Vous avez voté contre les économies en matière de logement. Les 2 thèmes que je viens d'évoquer, c'est rien que 3 milliards de baisse de la dépense publique. C'est vrai que c'est compliqué de baisser la dépense publique. Contre la mission agriculture, le ministre de l'Agriculture et son prédécesseur, d'ailleurs on le voit bien avec la question de votre collègue juste à présent, il est même juste à côté de vous, et vous arrivez à la même séance à nous reprocher de ne pas assez dépenser pour l'agriculture, tout en disant quelques secondes après que nous continuons à dépenser beaucoup. Vous avez, monsieur le sénateur, voté contre la mission écologie. J'en suis à cette question au Sénat sur la réforme des trésoreries, puisque chacun et chacune des sénateurs, très nombreux sur ces bancs, et j'en suis tout à fait convaincu, très sincères dans leur démarche, souhaitent que nous ne fassions pas d'économies en termes de fonction publique, notamment à la Direction générale des finances publiques. Vous avez voté, monsieur le sénateur, contre toutes les baisses de dépenses. Alors c'est vrai qu'il y a pire. Il y a vos collègues de l'Assemblée nationale qui, il y a 15 jours, ont présenté une proposition de loi qui nous proposait 17 milliards de dépenses en plus. Dans cette matière, monsieur le sénateur, vous êtes manifestement croyant, mais pas pratiquant. Il vous reste 45 secondes pour la réplique, monsieur Le Gleut. 99,6% du PIB, c'est le montant de la dette publique, près de 100% du PIB. Si les taux d'intérêt augmentent, vous faites courir une véritable catastrophe financière à la France. Et l'épée de Damoclès s'abattra sur les Français. En ne faisant pas d'économie, vous faites courir un risque réel. Il reste 2 mois pour revoir votre copie. Le Sénat vous proposera des économies. Écoutez le Sénat. Et pour la dernière question de cette série, la parole est à monsieur Marc Laménie pour le groupe Les Républicains. Oui, mais merci. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Donc, ma question s'adresse à Monsieur le ministre chargé du numérique, puis également
à Monsieur le ministre de l'Action et des Comptes publics et aussi bien d'autres. Monsieur le ministre, les contours du lancement de la 5G se précisent. L'attribution devrait avoir lieu avant la fin de l'année. Bercy peut apprécier, puisque la cession des fréquences devrait lui rapporter entre 3 et 5 milliards d'euros. Et vous êtes face à un choix. Soit tirer le maximum de profit pour l'État, soit imposer aux opérateurs des investissements qui permettent de couvrir rapidement l'ensemble du territoire, même le plus éloigné. Pour cela, il convient de baisser les recettes. Selon le choix qui sera fait, les déserts numériques en France s'accentueront ou reculeront. L'État a-t-il la volonté, Monsieur le ministre, de faire de l'aménagement du territoire une priorité? Malgré un discours qui se veut rassurant, il semble que l'État ait aujourd'hui choisi de privilégier les recettes. En 2025, 2/3 de la population serait couverte, donc 1/3 ne le serait pas. La fracture numérique va encore se creuser. Il ne faut pas renouveler les erreurs du passé. Le déploiement de la 4G avait privilégié les villes. N'oublions pas nos territoires ruraux. Avec une recette aussi élevée que celle que vous escomptez, l'histoire risque malheureusement de se répéter. Êtes-vous prêt, Monsieur le ministre, à renoncer à ces recettes pour permettre aux opérateurs, au travers d'un cahier des charges très exigeant, d'investir, de consacrer ces sommes à la disparition totale et rapide dans notre pays de la fracture numérique qui alimente la fracture territoriale? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Cédric O, secrétaire d'État chargé du numérique. Merci Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Lamini. Vous l'avez dit, le cahier des charges des enchères 5G vient d'être soumis à la consultation publique par l'ARCEP. Il reprend d'ailleurs les grandes orientations qui avaient été données par le gouvernement en avril dernier. Et ce que je veux vous assurer, Monsieur le sénateur, c'est que les objectifs du gouvernement en la matière sont exigeants. C'est pourquoi nous souhaitons notamment mettre l'accent sur le développement des usages professionnels avec des services différenciés, y compris dans les zones rurales. Et la volonté du gouvernement, Monsieur le sénateur, c'est en effet, et vous avez bien soulevé le problème, de trouver un équilibre entre rendement et couverture du territoire en changeant quelque peu l'approche qui a été la nôtre par le passé et en n'ayant pas qu'une approche financière. Nous en avons en effet un enjeu d'équité pour le territoire et nous espérons en 2025 que chaque opérateur aura 12 000 sites équipés en 5G. Pour mémoire, aujourd'hui, un réseau d'un opérateur compte environ 20 000 sites. De plus, avec la montée en débit de la 4G et le déploiement de la 5G, fin 2025, 90% des sites mobiles seront capables de délivrer plus de 240 mégabits par seconde. Aujourd'hui, c'est 100, donc un très bon débit. Et nous avons particulièrement demandé à ce que 20 à 25% des sites équipés le soient dans les campagnes comme zone de déploiement prioritaire, et ce, dès 2024, car l'objectif n'est pas que les opérateurs fassent toutes les villes au début et les zones rurales à la fin. Ce déploiement sera donc rapide. Il est important, Monsieur le sénateur, et vous l'avez dit, également de rappeler que les fréquences radioélectriques font partie du patrimoine de l'État. Nous avons ainsi tiré toutes les leçons des procédures d'enchères de nos voisins pour que ce patrimoine soit justement valorisé, sans toutefois, je le répète, mettre en danger la capacité des opérateurs à déployer rapidement cette technologie sur tout le territoire. Le gouvernement est en train de mener une étude de valorisation de ces fréquences afin de déterminer le montant des redevances qui seront associées à ces nouvelles attributions. Nous saisirons la commission des participations et des transferts qui devrait rendre un avis à ce sujet vers la fin septembre. Je vous remercie. Il vous reste 19 secondes, Monsieur Lamini. Oui, merci Monsieur le ministre. Il faut reconnaître que ce sujet n'est pas simple, mais c'est vrai qu'il convient vraiment de donner la priorité à l'aménagement du territoire. Et je crois que l'aménagement numérique et lutter contre la fracture numérique, c'est aussi une des priorités aussi depuis des années. Et puis naturellement, on compte sur l'engagement total du gouvernement. Merci mes chers collègues, il est 16h pile, signe que chacun a respecté son temps de parole, soyez-en remerciés. Je vous rappelle que les prochaines questions d'actualité au gouvernement auront lieu mardi 23 juillet à 16h45. Je vais suspendre la séance, elle sera reprise à 16h15 pour la suite de l'examen du projet de loi relatif à l'énergie et au climat. La séance est suspendue.
Et voilà pour cette avant-dernière séance de questions d'actualité du Sénat au gouvernement, une séance marquée par des questions sur l'avenir du système de retraite en France. Après la remise du rapport du haut-commissaire à la réforme des retraites Jean-Paul Delevoye ce matin aux partenaires sociaux et au gouvernement, alors le sénateur La République En Marche Martin Lévrier s'est félicité sans surprise du futur système universel de retraite par points qui va être mis en place et qui va mettre fin, selon lui, à, je cite, un millefeuille actuel et indigeste pour le système des retraites en vigueur. Mais pour la socialiste Monique Lubin, l'âge de 64 ans qui sera nécessaire pour avoir une retraite à taux plein est injuste et représente, je cite, une épée de Damoclès pour tous les travailleurs. La ministre des Solidarités et de la Santé a, elle, défendu la justice sociale de cette réforme car les pensions de retraite des femmes devraient augmenter et les périodes de maladie et de chômage donneront droit à des points de retraite. Et puis Laurent Nunez, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, a été beaucoup sollicité cet après-midi durant cette séance et notamment autour des débordements des supporters algériens mercredi dernier et dimanche dernier après les qualifications de leur équipe de football lors de la Coupe d'Afrique des Nations de football. La sénatrice Les Républicains Claudine Thomas a rappelé qu'il y avait eu 282 interpellations dimanche dernier. Et puis la sénatrice centriste Michèle Vullien s'est elle indignée des centaines de drapeaux algériens dans les rues et qui marque selon elle le signe d'un problème d'intégration en France. Alors Laurent Nunez leur a répondu et il est resté très factuel. Il n'est pas tombé dans le piège politique. Il a assuré que dimanche dernier, il n'y avait eu aucune dégradation et violence lors de la fête des supporters algériens, contrairement à mercredi dernier où il y a bien eu de la casse pour certains commerces. Et puis il a expliqué que demain, pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, le même dispositif de police sera mobilisé. Voilà Delphine pour les temps forts de cette séance de questions d'actualité. Merci beaucoup Alexandre pour toutes vos précisions. On reste ensemble pour analyser et décrypter ces questions d'actualité au gouvernement, notamment avec vous Yannick Vaugrenard. Vous êtes sénateur socialiste de la Loire-Atlantique. On le disait aujourd'hui, l'actualité c'est cette réforme des retraites. Le système sera plus juste, a dit Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire en charge de ce dossier. Quel est votre avis ? À mon avis, c'est qu'il reste encore un peu de temps pour avoir le projet de loi. Le commissaire aux retraites est quelqu'un de sérieux. Jean-Paul Delevoye est reconnu pour cela. Il a pris un certain nombre de contacts avec l'ensemble des corps intermédiaires. Maintenant, ces contacts doivent être formalisés avec les organisations syndicales, les organisations patronales. Et ensuite viendra le temps du projet de loi. Tout d'abord, financièrement, il était indispensable de revoir notre système de retraite. Alors pardon Yannick Vaugrenard, puisque la ministre en charge justement de ce texte s'exprime, on écoute tout de suite. Un système de retraite universel plus juste, qui prend en compte les carrières hachées, qui prend en compte les difficultés souvent des femmes les plus précaires et qui aboutira à un système plus lisible et rassurant pour nos concitoyens. Et c'était ça l'objectif. Donc il a présenté le socle de la réforme. Sur la base de ces préconisations qui ont été présentées aux partenaires sociaux. Et d'ailleurs, je tiens à souligner que tout le monde a loué la qualité des échanges et du dialogue qui s'est instauré entre le haut-commissaire et les partenaires sociaux. Eh bien, nous avons prévu une deuxième période qui est une période de concertation sur la base des mesures proposées et donc qui va être une concertation qui s'ouvre avec les partenaires sociaux, mais aussi avec les parlementaires, avec les citoyens, parce que nous souhaitons que tout le monde adhère en fait à ce projet de société qui est un projet d'une société plus juste, plus équitable. Est-ce que vous comprenez les inquiétudes a priori des personnes qui ont 60 ans ? Est-ce que vous craignez un automne social ? Alors aujourd'hui, nous n'avons pas ressenti d'inquiétude particulière des partenaires sociaux. Ils ont évidemment des réserves sur certains points, des critiques à émettre. Ils sont plus ou moins favorables à telle ou telle mesure. Ils proposent éventuellement des amodiations et des changements dans les préconisations. Et donc ce travail de concertation sur la base des propositions du haut-commissaire débute. Donc il n'y a pas lieu d'être inquiet puisque c'est une phase de concertation qui s'ouvre après un travail où le haut-commissaire a beaucoup écouté et a d'ailleurs pris en compte certaines propositions faites par les partenaires sociaux. Donc nous allons maintenant travailler. Ce que je souhaite, c'est que le débat soit le plus large possible, le plus ouvert possible, que les Français puissent s'emparer des enjeux de la réforme, puissent comprendre
les orientations proposées. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas encore écrit un projet de loi. C'est une phase de concertation qui s'ouvre. Est-ce que le système de bonne... 64 ans, si vous sentez que l'opinion publique n'est pas prête, est-ce que ça peut bouger ou ça c'est fixé? Aujourd'hui, tout ce qui est inscrit dans le projet, enfin plutôt dans le rapport du haut-commissaire, est soumis à une concertation et un travail. Et d'ailleurs, les partenaires sociaux seront reçus dès la semaine prochaine pour parler évidemment des mesures. Mais ce qui a été souligné ce matin, c'est que c'est un travail extrêmement sérieux qui a été fait, que le temps de la concertation a été réel avec le haut-commissaire dans les 18 mois qui viennent de s'écouler. Tout le monde a souligné la qualité des échanges et la qualité de l'écoute. Et donc c'est dans les mêmes conditions que nous entamons la deuxième étape maintenant, qui est un travail de concertation très large sur la base des propositions et des préconisations du haut-commissaire. Et donc aujourd'hui, tout est soumis aujourd'hui à concertation. Mais le projet proposé par le haut-commissaire est un projet qui vise à plus d'équité, plus de sérénité pour les jeunes Français qui nous écoutent et qui sont inquiets sur leur capacité à accéder à une retraite de qualité et qui est un projet d'équité sociale. Petite question concernant la nouvelle vague de canicule annoncée pour la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a une vigilance particulière de votre part? Merci. Voilà pour cette intervention d'Agnès Buzyn sur les retraites. Delphine, juste après cette séance de questions d'actualité au gouvernement. Merci beaucoup Tam. Et effectivement, on a entendu Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé, défendre ce projet de loi. Un système qui sera plus lisible, rassurant pour les Français, nous dit-elle. Et elle rappelle effectivement que la phase de concertation ne fait que s'ouvrir. Elle souhaite un débat large et ouvert. Il n'y a pas lieu d'être inquiet. Il y aura effectivement cette phase, on l'évoquait, de concertation. Et pourtant, il y a cet âge pivot, cet âge d'équilibre de 64 ans qui fait déjà grincer les dents les syndicats, Yannick Vaugrenard. Oui, il faut effectivement laisser le temps de la concertation. J'ai bien écouté la ministre de la Santé. Je souhaite que le mot solidarité soit utilisé aussi. Solidarité entre les générations, solidarité entre ceux qui sont dans la fonction publique, ceux qui sont artisans, commerçants et ceux qui travaillent avec les commerçants et artisans. Solidarité avec les femmes qui parfois doivent interrompre leur carrière ou sont obligées de faire des temps partiels. Donc c'est tout cela qu'il faut mettre à plat. Donc, il y aura des oubliés dans cette réforme, c'est ce que vous redoutez ? Il ne faut pas qu'il y ait d'oubliés. Il ne faut pas qu'il y ait d'oubliés. C'est pour ça que j'évoquais le terme de solidarité et même, pourquoi pas, osons le mot, de fraternité. C'est extrêmement important. Pour cela, il faut laisser, comme le disait précédemment François Mitterrand, laisser un peu de temps au temps. Il faut le temps de la concertation. Elle a commencé à avoir lieu, il faut l'affiner, il faut la renforcer, entendre les inquiétudes. Écouter, c'est bien, mais il faut aussi entendre les inquiétudes et tout mettre à plat. De toute façon, quel que soit le gouvernement en place, il y a un moment où il fallait le faire. Donc c'est le gouvernement qui choisit de le faire aujourd'hui. Il faut que les corps intermédiaires jouent pleinement leur rôle et que le gouvernement ait une faculté d'écoute qui m'apparaît également extrêmement importante de mettre en œuvre. Alors on va continuer cet entretien, Yannick Vaugrenard. Mais vous le savez, c'est le principe de cette émission. On retourne salle des conférences puisque Tam Tranui est avec la nouvelle ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne. C'est à vous, Tam. Elisabeth Borne, vous venez de rentrer dans ce tunnel du projet de loi énergie et climat. Merci d'en sortir quelques minutes pour cette interview. Est-ce que c'est difficile de reprendre ainsi un texte au pied levé que l'on n'a pas préparé ? Écoutez, on est sur des sujets que je ne découvre pas. Hein. Vous connaissez mon parcours. C'est un texte qui est important, puisqu'il va tracer les orientations de notre politique énergétique pour les prochaines années, pour même les prochaines décennies. Et puis c'est en même temps un texte qui apporte aussi des outils très concrets pour la transition écologique au quotidien de nos concitoyens. Donc c'est tout à fait l'esprit de ce que je veux porter, à la fois un cap pour le moyen et le long terme, et puis des outils concrets. C'est aussi ce que j'ai fait dans le cadre de la loi mobilité. Et effectivement, d'ailleurs, des sujets transversaux entre justement la loi mobilité et puis ce projet de loi énergie et climat, notamment le sujet sur lequel vous avez été attaqué dès hier, la question de la liaison du fret ferroviaire entre Perpignan et Rungis. N'aurait-il pas fallu anticiper pour que ces fameux wagons ne soient pas obsolètes? Certains jugent que vous, comme ministre des Transports, vous êtes responsable de cette situation. Écoutez, certainement, il aurait fallu anticiper au cours des dernières décennies pour ne pas laisser notre réseau ferroviaire se dégrader. Ça remonte à plus loin que ça c'est un sujet que moi je prends avec vraiment détermination. Ça a été au cœur de la réforme ferroviaire, d'augmenter les investissements
pour les transports du quotidien, pour nos lignes classiques et donc notamment pour notre fret ferroviaire. Moi, j'ai été saisie au mois de mai, vous savez, sur la situation de ce train Perpignan-Rungis. J'ai immédiatement organisé une réunion à mon ministère pour dire très clairement que moi, je ne veux pas que les marchandises passent du rail à la route. Je veux qu'on trouve une solution. Qui est le cas déjà aujourd'hui, pour l'instant, avec ces camions qui remplacent donc cette liaison avec ces wagons à vide. Parce que... Ce qui est le cas pour cette période creuse, effectivement, où on a moins de produits à transporter. Mais j'ai demandé au directeur général des infrastructures et des transports de tenir hier une réunion à Perpignan avec tous ceux qui sont concernés, les clients de cette liaison de fret ferroviaire, les élus. Les primeurs du Maroc. Voilà, les primeurs. Donc tous les acteurs étaient là et je pense qu'à l'unanimité, tout le monde a convenu qu'il faut relancer cette liaison de fret ferroviaire. Ça sera le cas à l'automne. Et puis préparer une solution pérenne parce que je crois que tout le monde souhaite effectivement que cette desserte, cette liaison entre Perpignan et Rungis, elle se fasse par le fret ferroviaire. Une dernière question sur ce texte, tout de même. Certains sénateurs se sont dit un petit peu là, c'est un texte qui a démesurément grossi, ont-ils dit, sur lequel ils ont eu très peu de temps pour examiner les amendements et maintenant, pas moins de 4 ministres qui sont intervenus sur ce texte, ils sont un petit peu déboussolés. Comment est-ce que vous leur répondez? Comment vous les rassurez là-dessus? Bon, écoutez, moi j'assume évidemment ce qui s'est passé avant moi, mais je vais surtout essayer de répondre dans la discussion. On prendra le temps qu'il faut pour débattre au fond sur chacun des amendements. Ce sont des sujets importants qui me tiennent à cœur, qui tiennent aussi à cœur aux sénateurs. Et donc on prendra le temps qu'il faut pour que ce débat permette d'aller au fond des sujets. Eh bien, merci beaucoup Elisabeth Borne d'avoir répondu à mes questions. D'ailleurs, eh bien, vous allez bientôt rejoindre la séance où les discussions vont encore se poursuivre au moins jusqu'à tard ce soir. C'est ça. Merci beaucoup, Tam. Effectivement, on laisse Elisabeth Borne regagner l'hémicycle. Yannick Vaugrenard, on voit aujourd'hui cette polémique concernant cette ligne de fret entre le marché de Rungis et la ligne et Perpignan. C'est contradictoire de vouloir à la fois justement promouvoir l'écologie et arrêter cette ligne ferroviaire? Bien sûr, mais il faut toujours se méfier des effets d'annonce, vous savez. Cette ligne Perpignan-Rungis, le bon sens conduira à dire il est logique que ce soit le transport par train. Sauf que des habitudes ont été prises par l'ensemble des transporteurs, par les plateformes logistiques. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il ne suffit pas de dire, pardon, il y a un train qui va partir de Perpignan tous les jours pour aller à Rungis. Ça se prépare, ça s'organise. Le problème politique aujourd'hui que nous rencontrons globalement... Parce qu'on a parlé de train fantôme, il roule à vide ce train en ce moment. Pardon, on a parlé de train fantôme, il roule à vide. Bien sûr, il roule à vide parce que sur le plan de la logistique et de la préparation, ça n'a pas été fait suffisamment à l'avance. Et donc on fait circuler un train avant d'avoir préparé avant l'ensemble des composantes économiques qui pourraient permettre de charger ce train. Par ailleurs, il faut quand même souligner, on dit l'idéal, bien sûr, c'est de transporter par train. Sur le principe, nous avons raison. Sauf qu'il faut savoir qu'il y a plus de 60% des transports de camions qui se font sur 60 ou 80 km. C'est ça la réalité. La réalité, c'est cela. Donc sur les transports importants, bien sûr, il faut tout faire pour favoriser le transport par train. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on le découvre. Ça fait effectivement des dizaines d'années que toutes ces questions de logistique devraient être mises en œuvre. Est-ce qu'on peut être à la fois ministre en charge des transports et ministre de la transition écologique? On peut être amené à défendre des intérêts contradictoires, des intérêts contraires? J'étais présent hier à la séance de nuit pour défendre la centrale de Cordemais qui doit être pérennisée et qui est dépendante de l'ouverture de l'EPR de Flamanville. J'ai bien vu que la ministre découvrait un certain nombre de dossiers. Je ne la critique pas, c'est une évidence. Mais le ministre de l'écologie et en même temps les transports, très objectivement, ça me paraît beaucoup. Ça me paraît énorme et surdimensionné. En charge de travail ou aussi en intérêt contradictoire Oui, en même temps. Donc c'est vraiment beaucoup, quoi. Donc je ne sais pas comment, quelles que soient ses capacités par ailleurs, comment elle va faire ou comment vont faire ses secrétaires d'État. Est-ce que le Sénat a été maltraité, justement? On a entendu beaucoup de parlementaires se plaindre, justement, après la démission de François de Rugy. Il y a eu Emmanuel Vargon pour défendre la discussion générale. Puis c'est Elisabeth Borne qui reprend la discussion au pied levé pour un texte d'importance avec des enjeux environnementaux, cette urgence climatique décrétée dans ce texte. Bien sûr, c'était compliqué. On a assisté
assisté à un jeu de chaises musicales ministérielles que je n'avais jamais vu. C'est un projet de loi qui est considérablement important parce qu'il parle du présent, mais il parle surtout de l'avenir pour les générations futures par rapport au réchauffement de la planète. Et donc, là encore, il faut prendre le temps. Nous vivons dans un temps de communication exagérée, notamment accentuée par l'utilisation des réseaux sociaux. Le rôle des politiques, c'est aussi de résister à cela, de se poser, de prendre le temps de la concertation et ensuite de prendre le temps d'appréhender sur le plan législatif ce qui a été discuté et débattu précédemment. Or, nous voulons parfois aller plus vite que la musique. Et du coup, on se prend des coups de boomerang en retour, quoi. Ben, c'est le cas du sujet que nous évoquions précédemment, du train Perpignan-Rungis. On a fait beaucoup de publicité là-dessus, beaucoup de communication et insuffisamment de préparation. Yannick Vaugrenard, vous êtes élu de la Loire-Atlantique, vous connaissez bien François de Rugy. Quels enseignements peut-on tirer de sa démission ? Indépendamment de la question de François de Rugy, ça pose un problème global qui me semble majeur et préoccupant. Voici quelques années, lorsqu'un ministre démissionnait, c'est qu'il était condamné. Après, un ministre démissionnait lorsqu'il était mis en examen. Ensuite, c'est lorsqu'il était témoin assisté. Maintenant, un ministre démissionne lorsque, médiatiquement, il est mis en cause. Ça pose un problème démocratique majeur. Moi, je considère que, d'abord, la présomption d'innocence existe. Manifestement, il y a eu des erreurs de sa part. Hein. Sa défense était compliquée, voire intenable, malgré tout. Notamment par rapport à l'utilisation des frais de mandat. Mais moi, je ne veux pas, comment dire... Vous êtes d'accord quand Emmanuel Macron parle de république de la délation, certains parlent de lynchage médiatique? Il y a un risque, il faut être prudent. Il y a un risque avec l'utilisation des réseaux sociaux, avec le fait qu'un homme soit touché, presque mis à terre médiatiquement, sans prendre le temps, parce que les choses vont tellement vite, sans prendre le temps de se justifier jusqu'au moment où, manifestement, il y a eu une erreur problématique et critiquable. Mais cet effet médiatique est considérable et humainement, je m'interroge. Parce que la personne est touchée, s'il y a eu erreur, elle doit assumer. Les proches aussi sont touchés, c'est extrêmement difficile, c'est délicat, vous savez. Et donc, moi je crois que les médias, les responsables politiques aussi, la justice, doivent s'interroger. Ils sont interpellés à travers ce que je considérais comme un fait divers majeur, un fait politique aussi, sur le rôle qui doit être le leur. La justice, tout le temps, doit passer. On ne doit pas condamner quelqu'un avant qu'il ait été jugé. Autre question et qui vous intéresse de près en tant qu'élu de la Loire-Atlantique, c'est cette question d'Esther Benbassa qui a interpellé le gouvernement. Où est Steve? Où est Steve? A-t-elle demandé sans vraiment avoir de réponse. Elle faisait bien évidemment référence à ce jeune disparu au lendemain de la fête de la musique. Sur ces violences policières, quel est votre avis? Dramatique. Dramatique ce qui s'est passé à Nantes. Dramatique parce que c'était la fête de la musique. Ça ne s'est jamais produit. Il y a une forme de tolérance qui doit exister au moment de la fête de la musique et lorsque des jeunes s'amusent aussi, de la part de la puissance publique et de ceux qui dirigent les opérations de police. Et là, manifestement, faire une charge policière à proximité des quais alors qu'il n'y a pas de barrière, c'est d'une irresponsabilité absolue. Effectivement, le pauvre jeune Steve n'a pas encore été retrouvé. Tout le monde craint, bien entendu, qu'il se soit noyé dans la Loire. Là, manifestement, l'intervention des forces de l'ordre était totalement disproportionnée. Est-ce qu'il y a un silence des politiques sur sa disparition? On voit qu'il n'y a pas beaucoup, finalement, d'interrogations, à part peut-être venant de la famille ou de certains députés d'extrême gauche, ou encore aujourd'hui par la voix de votre collègue écologiste rattaché au groupe communiste. Là, je vous le dis, c'est clair. Je pense qu'il y a une irresponsabilité au niveau du commandement au moment où les choses se sont produites. C'est tout à fait regrettable. Lorsqu'il y a des manifestations comme celle-là qui sont particulières, où parfois il peut y avoir un peu d'exagération d'alcool, il faut être d'autant plus prudent et ne pas charger à proximité d'un fleuve. Enfin, ça n'a aucun sens. Alors, et qu'avez-vous pensé de la réponse de Laurent Nunez? Est-ce que la police, finalement, fait suffisamment son travail pour retrouver Steve? Globalement, d'abord, ce n'est pas la police qui fait son travail, mais c'est la justice actuellement qui fait son travail, d'une part. Et d'autre part, l'inspection générale de la police, l'IGPN, la police nationale,
qui aujourd'hui mène les enquêtes. Et je considère que manifestement, peut-être au niveau de la préfecture, peut-être au niveau du commandement, que sais-je, il y a un problème qui, selon moi, est de grande irresponsabilité sur ce fait divers qui est dramatique. Eh bien, merci Yannick Vaugrenard d'être venu sur le plateau de Public Sénat. On va retourner salle des conférences avec vous, Tam Tranui. Vous êtes à côté du sénateur socialiste Jean-Pierre Sueur pour évoquer les 1 an de l'affaire Benalla. C'était effectivement le 18 juillet dernier que le premier article dans le journal Le Monde paraissait sur ce thème. Effectivement, il y a 1 an débutait l'affaire Benalla. Jean-Pierre Sueur, que tirez-vous comme expérience, comme bilan de cette affaire qui a mis en lumière le travail du Sénat et puis le travail d'une commission d'enquête parlementaire? Rien ne sera plus comme avant par rapport au contrôle parlementaire. Tout le monde sait que les députés, les sénateurs font la loi. Beaucoup ignorent que la Constitution prévoit que les sénateurs et les députés, par les commissions d'enquête parlementaire, contrôlent le gouvernement et évaluent les politiques publiques. C'est ce que nous avons fait s'agissant de cette affaire qui a commencé par des événements du 1er mai, place de la Contrescarpe, et qui s'est développé, puisqu'on a trouvé un grand nombre de dysfonctionnements par rapport au fonctionnement normal des pouvoirs publics et de l'État. Oui, d'ailleurs, un nouveau dysfonctionnement que l'on apprend, le feuilleton continue à se poursuivre, quand on voit par exemple que l'IGPN, la police des polices, n'est pas capable de dire d'où venait le brassard qu'Alexandre Benalla avait sur le bras le 1er mai, place de la Contrescarpe. C'est un sujet, vous en aviez parlé, je me rappelle, lors de cette commission d'enquête. Ça aurait pu faire l'objet encore d'investigations des sénateurs. Il s'est trouvé que tout a dysfonctionné. Dès lors que M. Benalla était là, dès lors qu'à l'Élysée on savait qu'il est disposé d'une place particulière, tout est allé de travers et je pourrais vous parler du passeport diplomatique, du port d'armes, du téléphone sécurisé, secret défense, etc., etc. Des relations qui posent beaucoup de problèmes avec un oligarque russe alors que Monsieur Makhmoudov. Alors que M. Benalla était à l'Élysée, qu'il travaillait donc pour des questions de sécurité, directement ou indirectement, etc. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons demandé la vérité. Nous avons demandé à chaque personne reçue sous serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, de répondre à nos questions. Nous avons fait cela en toute transparence. En rendant tout public. La commission d'enquête de l'Assemblée nationale a explosé en vol parce qu'elle n'était pas indépendante. Nous avons travaillé en toute indépendance. Et voyez-vous, Tam, je dois vous dire que lorsqu'on nous a accusés de faire de la politique, j'ai considéré que cette accusation était scandaleuse. Car pour moi, je n'ai pas été rapporteur au nom d'un parti politique ou d'un autre. Non. Nous étions des parlementaires chargés de trouver la vérité, chargés de mettre fin au dysfonctionnement, et nous avons fait des propositions qui ont été utiles. Il y en a même une qui est déjà entrée dans la loi. Donc ça a été très utile. Et plus rien ne sera comme avant, parce que maintenant, il sera très difficile de dire qu'une commission d'enquête parlementaire n'est pas publique. Il y aura la transparence. Et je vais vous dire encore autre chose. Il n'y a pas une ligne de notre rapport, pas un fait, pas une affirmation qui a été démentie. On nous a dit quand il est paru, M. Griveaux, vous savez, ce personnage qui en plus veut être maire de Paris, nous a dit c'est plein de contre-vérités. Oui. Une contre-vérité, laquelle? Et vous jugez qu'il ne vous a pas prouvé qu'il y avait des contre-vérités? Non, mais il n'en a plus reparlé il n'y en a pas une seule, Tam. Jean-Pierre Sueur, pour conclure, sur une note un petit peu différente, cette histoire, elle aura marqué l'histoire du Sénat, vous l'avez dit, puis celle de Sénat 360, une émission qui se termine. Un mot pour notre présentatrice Delphine Girard, qui nous quitte également. Eh bien, je tiens à dire à Delphine Girard, ici, à ce micro, devant cette caméra, merci, chère Delphine Girard, pour avoir animé tellement d'émissions l'après-midi sur Public Sénat, une chaîne de la démocratie, une chaîne de la République, une chaîne qui permet de mieux comprendre le Parlement et qui est regardée, appréciée par beaucoup de nos concitoyens. Donc merci Delphine Girard, et je pense que vous allez nous présenter bientôt de nouvelles émissions. Donc je vous présente tous mes vœux pour la suite de votre travail. Merci. Merci beaucoup Jean-Pierre Sueur d'avoir répondu à mes questions.
Merci infiniment, Tam, et merci à vous, Jean-Pierre Sueur. Et justement, j'accueille Quentin Calmet qui nous a rejoint sur ce plateau. Quentin, on a parlé de cette affaire Benalla avec justement un des rapporteurs de la commission d'enquête, Jean-Pierre Sueur. Cette affaire, elle a marqué l'année parlementaire. Et aujourd'hui, eh bien, c'était en quelque sorte l'anniversaire de la révélation de cette affaire par le journal Le Monde. Exactement, 18 juillet 2018, c'était il y a un an, jour pour jour, Le Monde révélait l'existence de Alexandre Benalla, de sa présence sur la place de la Contrescarpe avec effectivement ce casque et son brassard de policier. C'était il y a un an, jour pour jour, et très rapidement, les révélations elles vont se multiplier. Le Sénat va être en première ligne, ça donnera nos émissions spéciales, le direct, et effectivement tous vos débats. Toute cette année, on a été beaucoup occupés au Sénat et à Public Sénat par cette affaire cette année. Et ça a donné ce rapport d'enquête le 20 février dernier. Un mois plus tard, la transmission à la justice des soupçons de faux témoignages que le bureau a transmis au parquet. Et donc, on le voit, les multiples facettes de cette affaire sont désormais dans les mains de la justice. La justice, justement, où en est-on, Quentin ? Eh bien, un an plus tard, il y a effectivement deux cas de figure. Il y a effectivement ces cas où Alexandre Benalla est mis en examen. Et ça, c'est dans deux dossiers. Celui d'abord sur ces violences de la place de la Contrescarpe, où il est mis en examen à plusieurs titres. Violence en réunion, immixtion dans l'exercice de la fonction publique, encore port public et sans droit d'insigne réglementé, ou encore recel des images de vidéosurveillance. Deuxième dossier pour lequel il y a des mises en examen, celui des passeports diplomatiques, qui a aussi été au centre du rapport sénatorial. Là, il est mis en examen pour usage public et sans droit d'un document justifiant d'une activité professionnelle. Mais donc, il reste encore de nombreux volets. Souvenez-vous, dans ce rapport, il y avait de nombreux... L'affaire était tentaculaire, on disait. Et donc, dans d'autres dossiers, eh bien, on n'en est qu'à l'étape de l'enquête préliminaire, que ce soit sur la disparition du coffre-fort, sur le port d'armes non autorisé en 2017, ou encore l'effacement de messages, et surtout les contrats russes. On le sait, Alexandre Benalla, il a signé, lorsqu'il était à l'Élysée, un contrat avec un oligarque russe. Au total, il y a 2,2 millions d'euros de contrats qui ont été signés. Et là, c'est le parquet national financier qui mène l'enquête. Et bien sûr, tout ça a soulevé beaucoup de questions de la part des sénateurs toute cette année. Et Alexandre Benalla refait parler de lui cette semaine. Tout à fait, vous l'avez tweeté vous-même, Delphine, cette interview, enfin plutôt cette longue tirade publiée sur le site du Nouvel Économiste. Il y parle de ses nouvelles fonctions au sein d'une société de conseil qui s'appelle Comia. Il parle d'ailleurs de sa femme dans le nom de cette société. Elle a été fondée en novembre dernier. Il veut faire de cette entreprise, je cite, un géant européen de la sécurité et de l'intelligence économique en Afrique. Il se dit très à l'aise avec la notion de France-Afrique. Et d'ailleurs, il dénonce la bien-pensance de gauche en la matière et le travail des ONG. D'ailleurs, Alexandre Benalla, il a aussi fait son apparition sur Twitter cette semaine. Il a évoqué sur un compte, effectivement, cette nouvelle mission auprès de Comia et aussi son passé à l'âge de 13 ans au sein des Scouts de France. Comme quoi, eh bien, même un an plus tard, cette affaire, elle continue de prendre des tours surprenants, Delphine. Merci beaucoup, Quentin. Et puis, je rappelle, le documentaire que vous avez réalisé, c'est à voir ce samedi à partir de 21h. Affaire Benalla, le Sénat mène l'enquête. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dernier numéro, Tam Trani le disait, de Sénat 360, émission que j'ai eu le plaisir de vous présenter pendant 4 ans. Je vous retrouve néanmoins mardi pour une nouvelle séance de questions d'actualité au gouvernement. Et très bonne suite des programmes à tous sur Public Sénat.